Georges Eugène Haussmann, communément appelé le baron Haussmann, né le 27 mars 1809 à Paris et mort le 11 janvier 1891 dans la même ville. Il ne sera pas parti bien loin. Il est haut fonctionnaire et homme politique français. Préfet de la Seine de 1853 à 1870, il a dirigé les transformations de Paris sous le Second Empire en approfondissant le vaste plan de rénovation établi par la Commission Siméon. Alors la commission Siméon, qui est un comte, né le 11 octobre 1809 à Florence et est mort à Paris, homme politique et homme d'affaires français qui fut le premier président de la Compagnie Générale des Eaux. Ok, la Compagnie Générale des Eaux, on va quand même voir ce que c'est, était une société spécialisée dans la distribution d'eau en France et elle a pris le nom de Vivendi en 1998, puis Veolia Environnement. Donc c'est quand même une entreprise très ancienne. Qui vise à poursuivre les travaux engagés par ses prédécesseurs à la préfecture de la Seine, Rambuteau et Berger. Donc Rambuteau, qui est préfet administrateur français aux fonctionnaires de la première moitié du 19e siècle, conseiller d'État et pair de France. Et enfin Berger, député de 1837 à 1849, préfet de la Seine, voilà, et sénateur. Les transformations sont telles que l'on parle de bâtiments haussmanniens pour les nombreux édifices construits le long des larges avenues percées dans Paris, sous la houlette. Ces travaux réalisés ayant donné à l'ancien Paris médiéval le visage que l'on connaît aujourd'hui, un visage qui est toujours présent malgré plus de 200 ans. Famille et formation, Georges Eugène Haussmann, né à Paris, donc comme on l'a vu, rue Faubourg du Roule, dans le quartier Beaujon, non existant apparemment. Il est le fils de Nicolas Valentin Haussmann, protestant, commissaire des guerres et intendant militaire de Napoléon Ier, et d'Ève-Marie Henriette Caroline Denzel. Par sa mère, il est le petit-fils du général et député de la Convention Georges-Frédéric Denzel, baron d'Empire, et par son frère, le petit-fils de Nicolas Haussmann, député de l'Assemblée législative et de la Convention administrateur du département de Seine-et-Oise, commissaire aux armées. Il a fait ses études au lycée Condorcet à Paris, puis entame un cursus de droit tout en étant élève au Conservatoire de musique de Paris. Carrière. Il est nommé secrétaire général de la préfecture de la Vienne, puis le 15 juin 1832, sous-préfet d'Issingeaux, Haute-Loire, et successivement sous-préfet de Nérac, en Lot-et-Garonne, de Saint-Giron en Ariège, de Blaye en Gironde, conseiller de préfecture à la Gironde, puis préfet du Var, de Lyon, de la Gironde. En poste à Nérac, il fréquente la bourgeoisie bordelaise, au sein de laquelle il rencontre Louise Octavie de la Harpe, protestante comme lui. Son père est pasteur réformé, selon l'acte de mariage, avec laquelle il se marie le 17 octobre 1838 à Bordeaux. Ils ont 2 filles, Henriette, qui épouse Camille Dollfus, homme politique, et Valentine, qui épouse le vicomte Maurice Pernetti, chef du cabinet des hauts préfets. Bon, bref, ouais, ok, sa relation avec l'actrice Francine et descendance. Sous l'administration d'Haussmann, les travaux et projets girondins ont été importants. De nombreuses lignes de chemin de fer ont été construites, ainsi que des usines à Bègles. Les travaux de défense de la pointe de Grave ont été finalisés. La pointe de Grave est le cap marquant l'extrémité septentrionale du Médoc et du département de la Gironde. C'est également la limite nord des Landes de Gascogne et de la Gascogne, de la forêt des Landes et de la Côte d'Argent. Au niveau social, il a mis en place un système d'allocation aux filles mères indigentes pour les aider à élever leurs enfants et à encourager l'installation de bureaux de bienfaisance. À Bordeaux, de nombreuses voies ont été percées, l'éclairage au gaz et l'adduction d'eau se sont améliorés, notamment grâce à un projet de construction de 3 fontaines monumentales présentées à Napoléon III par Victor de Persigny, ministre de l'Intérieur. Il devint préfet de la Seine le 1er juillet 1853, succédant ainsi à Jean-Jacques Berger, jusqu'en janvier 1870. En 1857, il devient sénateur et 20 ans plus tard, député de la Corse. Le 29 juin 1853, l'empereur lui confie la mission d'assainir et embellir Paris. La transformation de Paris. Au milieu du 19e siècle, le centre historique de Paris se présente à peu près sous le même aspect qu'au Moyen-Âge. Les rues y sont encore étroites, peu éclairées et insalubres. Lors de son exil en Angleterre, Louis-Napoléon Bonaparte fut
fortement impressionné par les quartiers ouest de Londres. La reconstruction de la capitale anglaise, à la suite du grand incendie de 1666, avait fait de cette ville une référence pour l'hygiène et l'urbanisme moderne. L'empereur voulait faire de Paris une ville aussi prestigieuse que Londres. Tel fut le point de départ de l'action du nouveau préfet. Haussmann souhaitait instaurer une politique facilitant l'écoulement des flux, aussi bien de population, de marchandises, que d'air et d'eau, convaincu par les théories hygiénistes, héritées des Lumières et qui se sont diffusées à la suite de l'épidémie du choléra en 1832. Cette campagne fut intitulée « Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini ». Notre objectif, politiquement moins défendu, était de prévenir d'éventuels soulèvements populaires fréquents à Paris. Après la révolution de 1789, le peuple s'est soulevé notamment en juillet 1830, en juillet 1848, en démolissant et réorganisant le vieux Paris. Haussmann a déstructuré les foyers de contestation parce que, éparpillés dans les nouveaux quartiers, on avait rendu plus difficile à la classe ouvrière d'organiser une insurrection. Par ailleurs, Haussmann écrit à Napoléon III qu'il faut accepter dans une juste mesure la cherté des loyers et des vivres comme un auxiliaire utile pour défendre Paris contre l'invasion des ouvriers de la province. Haussmann a l'obsession de la ligne droite, ce que l'on a appelé le culte de l'axe. Au XIXe siècle, pour cela, il est prêt à amputer des espaces verts comme le jardin du Luxembourg, mais aussi à démolir certains bâtiments comme le marché des Innocents ou l'église Saint-Benoît le Bétourné. C'est une église dédiée aux martyrs syriens Serge et Bacchus, fondée au VIe siècle à Paris. En 18 ans, les boulevards et avenues sont percées de la place du Trône, actuelle place de la Nation, alors quand même la photo, la place du Trône, à la place de l'Étoile. La place de l'Étoile, on a peut-être... Oui, la place de l'Étoile, ok. C'est là où il y a l'Arc de Triomphe. De la gare de l'Est à l'Observatoire, les Champs-Élysées sont aménagés. Le parc ainsi est créé un square dans chacun des 80 quartiers de Paris, ainsi qu'un parc Montsouris et le parc des Buttes de Chaumont. On regarde quand même. D'autres espaces verts déjà existants sont aménagés, ainsi que les bois de Vincennes et le bois de Boulogne deviennent des lieux prisés pour la promenade. Ils transforment aussi la place Saint-Michel et sa fontaine, dont la saleté l'avait marqué lorsque, étudiant, il y passait pour se rendre à l'école de droit. Des règlements imposent des normes très strictes quant au gabarit et à l'ordonnancement des maisons. L'immeuble de rapport de l'hôtel particulier s'impose comme des modèles de référence. Les immeubles se ressemblent tous, c'est esthétique, du rationnel. Afin de mettre en valeur les monuments nouveaux ou anciens, il met en scène de vastes perspectives sous forme d'avenues ou de vastes places. L'exemple le plus représentatif est la place de l'Étoile, dont le réaménagement est confié à Hittorf, qui est d'origine allemande, un architecte français. Haussmann fait aussi construire ou reconstruire des ponts sur la Seine, ainsi que de nouvelles églises comme Saint-Augustin ou la Trinité. Augustin qui est quand même très connu, et la Trinité tout à fait également. Il crée en parallèle avec l'ingénieur Belgrand des circuits d'adduction d'eau, un réseau moderne d'égouts, puis lance sa construction de théâtre, théâtre de la ville, le théâtre du Châtelet, ainsi que de gares, la gare de Lyon et la gare de l'Est. On est toujours, ces deux magnifiques gares. Il fait construire les abattoirs de la Villette afin de fermer les abattoirs présents dans la ville. En 1859, Haussmann décide d'étendre la ville de Paris jusqu'aux fortifications de l'enceinte de Thiers. Okay, donc on voit que là, c'est le rond bleu et ça va jusqu'au rond rouge. 11 communes limitrophes de Paris sont totalement supprimées et leur territoire absorbé par la ville entièrement Belleville, Grenelle, Vaugirard, La Villette ou en grande partie Auteuil, Passy, Batignolles, Bercy, La Chapelle, Charonne, Montmartre. Elle annexe également une partie du territoire de 13 autres communes, compris dans l'enceinte. Dans le même temps, il procède à l'aménagement du Parc des Princes de Boulogne-Billancourt, dans le cadre d'une vaste opération immobilière sous l'égide du duc Momie. Alors, le Parc des Princes, on n'a peut-être pas de photo de l'époque. La transformation de la capitale a un coût très élevé puisque Napoléon III souscrit un prêt de 250 millions de francs or en 1865 et un autre de 260 millions de francs en 1869, soit un total de 25 milliards d'euros de 2011. Ouais, ok. Donc c'est quand même énorme, 25 milliards d'euros. En plus de cela, la banque d'affaires des Pereire investit 400 millions
de francs jusqu'en 1867 dans des bons de délégation créés par un décret impérial de 1858. Ces bons de délégation sont des gages sur la valeur des terrains acquis puis revendus par la ville. La spéculation a donc aidé le financement des travaux parisiens. Et au-delà de ces gigantesques travaux, le baron Haussmann est à l'origine de l'homogénéité esthétique de l'architecture des immeubles de Paris. En effet, il impose aux propriétaires des normes de construction très strictes, favorisant l'émergence de l'immeuble de rapport et la construction d'hôtels particuliers. Selon les estimations, les travaux du baron Haussmann ont modifié Paris à hauteur de 60%, quand même énorme. 18 000 maisons ont été démolies entre 1852 et 1868, dont 4 349 avant l'extension des limites de Paris, alors que 30 770 maisons sont recensées en 1851 dans le Paris avant l'annexion des communes. Je pense qu'on peut quand même regarder son influence et dans le reste de la France et à l'étranger, parce que je pense qu'il n'a pas été forcément que sur la France, a influencé l'aménagement urbain de plusieurs villes françaises. Il s'agit notamment de Rouen, donc du coup, Dijon, Angers, Lille, Toulouse, Agen, Avignon, Montpellier, Toulon, Lyon, Nîmes et enfin Marseille. La ville d'Alger, alors colonie française, a également été profondément remaniée à cette époque. Hors de France, plusieurs capitales, Bruxelles, Rome, Barcelone, Madrid, Buenos Aires et Stockholm, s'inspirent de ces idées, avec l'ambition de devenir un nouveau Paris. Les principes haussmanniens influencèrent le Caire, Bucarest, dispose d'un quartier en rupture avec la vieille ville appelée le Petit Paris. C'est beau. Décoration, honneur et hommage, bon bah ça on imagine, c'est intéressant. Critique et controverse, oui je pense qu'on peut le lire vite fait quand même, pour savoir dans quel état politique il était. Son titre de baron a été contesté, comme il l'explique dans ses mémoires, et il a aussi utilisé ce titre après son élévation au Sénat en 1857, en vertu d'un décret de Napoléon Ier, qui a accordé ce titre à tous les sénateurs, mais ce décret était tombé en désuétude depuis la Restauration. Le dictionnaire du Second Empire souligne qu'Haussmann a utilisé ce titre en se fondant de manière abusive sur l'absence de descendance mâle. Son grand-père maternel, dont le baronat accordé, était tombé en déshérence. Il aurait refusé d'une boutade le titre de duc proposé par Napoléon III. Son œuvre n'en reste pas moins contestée à cause des sacrifices qu'elle entraîne. En outre, les méthodes employées ne s'encombrent pas des principes démocratiques. Les manœuvres financières sont bien souvent spéculatives et douteuses, ce qui nourrit le récit d'Émile Zola dans le roman La Curée. Je pense que ça vaut quand même le coup pour ceux qui ne connaissent pas ce livre. 12e volume, il a pour thème la vie débauchée de Paris au Second Empire, que Zola résume en ce groupe binaire, l'or et la chair. Donc bon, c'est assez parlant, l'or et la chair, c'est plein d'employés, j'imagine, et plein d'argent aussi pour rénover Paris. D'ailleurs, la bulle spéculative immobilière entraînée par les travaux qui ont eu leur pendant à Berlin et à Vienne a nourri la bulle financière qui s'est achevée par le krach de 1873. Les lois d'expropriation ont entraîné plus tard de nombreuses contestations et poussé à la faillite de nombreux petits propriétaires dépossédés de leurs biens. En parallèle, de nouveaux règlements imposent des constructions d'un niveau de standing élevé, excluant de facto les classes les moins aisées de la société parisienne. La période de travaux a favorisé le paludisme dans Paris en raison de terrassements importants et de longue durée. Des flaques, les mares, ainsi que d'eau croupissante perduraient longtemps, engendrant une pullulation d'anophènes. Parmi les grandes concentrations humaines, de plus, grand nombre d'ouvriers venaient de régions infectées et étaient porteurs du plasmodium. Qu'est-ce que... Ah, je ne connaissais pas ça. C'est un genre de protozoaire, les organismes unicellulaires, parasites, dont Saint-Casper cause le paludisme. Ok, oui, bon, bah c'est le paludisme. Bien, je pense qu'on a fait le tour. C'est hyper intéressant parce que ça permet d'avoir aussi un environ politique de l'époque. C'est quand même une ville qui est complètement refaite à neuf. On peut pas l'imaginer parce que ça n'est pas arrivé de notre ère. C'est quand même 60% de Paris. Après, c'est quand même pour faire passer... C'est comme si on faisait passer, là, actuellement, Paris ou Bordeaux, de ces bâtiments-là, qui sont quand même très jolis, à quelque chose de très futuriste, avec nos nouveaux bâtiments qui sont écologiques, etc. Voilà. Ce serait je pense, particulier à vivre, mais je sais pas comment ils l'ont vécu à l'époque, ça devait quand même être vraiment particulier, j'imagine pas, parce que c'est quand même passé d'une vie moyenâgeuse à une ville, je sais pas comment on peut appeler ça, c'était une révolution quand même.